À la fin du mois de juillet dernier, plusieurs articles de presse ont fait mention de nouvelles négociations entre les promoteurs de la Formule 1, donc Liberty Media, et le circuit de Sepang, en vue d'un éventuel retour du Grand Prix de Malaisie à l'issue d'une saison pour le moins particulière en Formule 1. Pourtant, comme on le sait, la Malaisie a disparu du calendrier de la F1 depuis fin 2017. Et je voulais profiter de ces tractations actuelles pour revenir sur cette disparition qui, à mon sens, est révélatrice des limites du modèle économique de la F1 dans la mondialisation libérale. Alors pourquoi le Grand Prix de Malaisie a-t-il disparu et quelles en sont les conséquences pour la F1 ? Restez avec moi et écoutez bien. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans F1 à la loupe. En novembre 2016, le ministre du Tourisme malais, Nasri Abdulaziz, indiquait: le contrat que nous avons porte sur l'organisation du Grand Prix de Malaisie de 2016 à 2018 et il ne sera pas reconduit. Une fois qu'il sera terminé, nous n'accueillerons plus la Formule 1. Les tribunes se remplissent de moins en moins chaque année et la discipline suscite beaucoup moins d'intérêt que par le passé, alors même qu'organiser le Grand Prix nous coûte 70 millions de dollars par an. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que la promesse a été tenue, car 10 mois plus tard, le 1er octobre 2017, la victoire du jeune prodige de l'époque, Max Verstappen, à bord de sa Red Bull, sur le circuit de Sepang près de Kuala Lumpur, a conclu la dernière édition du Grand Prix de Malaisie de Formule 1. Le gouvernement a donc tenu ses engagements en cassant son contrat avec Liberty Media, qui était à l'époque le nouvel actionnaire et exploitant des droits commerciaux de la discipline reine du sport automobile depuis le mois de janvier 2017. Alors certes, le calendrier de la Formule 1 a profondément évolué depuis l'organisation du premier championnat en 1950. Maintes fois, des grands prix ont disparu pour laisser leur place à d'autres, sans que la discipline ne perde en attractivité. Pourtant, dans le cas présent, la fin du Grand Prix de Malaisie est un cas très intéressant qui en dit long sur les fondements économiques bancals de la Formule 1 actuelle. Parce que l'arrivée de la F1 en Malaisie en 1999, c'est deux choses. Premièrement, d'un point de vue sportif, c'est quand même, il faut le rappeler, ça mange pas de pain, l'humiliation suprême subie par Eddie Irvine et surtout infligée par Michael Schumacher à l'issue d'une séance de qualification d'anthologie où le futur septuple champion du monde, qui était encore convalescent à l'époque, après son accident terrible à Silverstone, avait atomisé son équipier en lui arrachant la pole pour une seconde pleine avant de jouer le gentil soldat le lendemain. Ceci était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le reste du podcast, mais bon, j'avais quand même envie de rappeler cette anecdote, ça me fait plaisir. Non, deuxièmement, l'arrivée de la Malaisie en F1, c'est surtout le début d'une diversification sans précédent du calendrier de la discipline, qui a commencé à ce moment-là à délaisser de plus en plus les destinations traditionnelles européennes notamment, pour la conquête de l'immense marché asiatique. Le contexte économique et financier de la mondialisation, avec tout ce qu'il implique, c'est-à-dire la libéralisation des échanges commerciaux, financiers et humains, le développement des retombées économiques ou encore l'interconnectivité croissante entre les sociétés, ont ainsi offert à la F1, à ses anciens actionnaires, à savoir CVC Capital Partners et au Formula One Management de l'intraitable Bernie Ecclestone, l'opportunité d'exploiter un marché vierge où réside plus de la moitié de la population mondiale. Parallèlement, en tant que métropole émergente du fait du boom économique des années 1990 en Asie du Sud-Est, la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, comptait utiliser la F1 comme un tremplin pour sa visibilité internationale et comme un levier pour son économie locale, avec par exemple une recrudescence du tourisme, une montée en valeur de l'immobilier ou encore des projets urbains accélérés. Le but ultime de l'époque étant de concurrencer sa rivale voisine, Singapour. À front renversé, Bernie Ecclestone et sa compagnie d'exploitation, donc la Formula One Management, profitaient de cette quête de visibilité et des concurrences exacerbées entre ces métropoles émergentes afin d'exiger des droits commerciaux pour l'organisation d'un Grand Prix de plus en plus élevés d'une année sur l'autre. Un système gagnant-gagnant a priori. Mais pourtant, les propriétaires du circuit de Sepang ne sont jamais parvenus à rentabiliser l'événement et ce, pour trois raisons simples. Premièrement, parce que les coûts pour son organisation étaient devenus faramineux. Deuxièmement, parce que la concurrence avec les nouveaux Grands Prix asiatiques, à savoir la Chine, mais surtout Singapour, était devenue trop forte. Troisièmement, parce que l'accessibilité pour la population locale était trop limitée, autrement dit, moins familière avec le sport automobile et sa culture qu'en Europe, au Japon ou en Amérique. Apparu au calendrier de F1 en 2008, le Grand Prix de Singapour, situé à seulement 350 km de Kuala Lumpur, a, il est vrai, été un élément déterminant dans la disparition du Grand Prix de Malaisie 9 ans plus tard.
Qui plus est, Singapour est aujourd'hui le seul Grand Prix asiatique ayant véritablement réussi le pari d'impulser un événement annuel à la fois rentable et populaire dans un continent où, le Japon excepté, la culture du sport automobile peine à se développer. Et ce n'est pas Razlan Razali, ancien directeur du circuit de Sepang, qui dira le contraire, car selon lui, le déclin du nombre de spectateurs a sans doute commencé à l'arrivée du Grand Prix de Singapour en 2008. Donc le Grand Prix de Malaisie a souffert de la concurrence féroce de son voisin singapourien, alors que dans le même temps, ses organisateurs ont continué de verser à la Formula One Management de Bernie Ecclestone des droits commerciaux toujours plus colossaux qui se sont mécaniquement répercutés sur le prix des billets, bien trop élevé pour une population locale de moins en moins réceptive à la F1. Ces facteurs ont ainsi abouti à une désertion progressive du public qui a atteint son pire niveau en 2016, avec seulement 45 000 spectateurs présents le dimanche de la course sur les 120 000 places disponibles. Mais il y a pire. Alors que le circuit de Sepang et le gouvernement malaisien ont décidé de rompre brutalement leur contrat avec Liberty Media en octobre 2017, ils n'avaient eu aucune peine à renouveler leurs engagements un an plus tôt avec un autre sport mécanique, la MotoGP. À en croire Razlan Razali, s'agissant de la course motocycliste, la tendance est en effet inverse. Il n'a pas été difficile de convaincre le gouvernement de soutenir le Grand Prix de Malaisie de moto car nous battons les records d'affluence à chaque édition, avait-il déclaré en octobre 2016 après la prolongation du contrat entre la MotoGP et le circuit de Sepang jusqu'en 2021. Alors 2 raisons expliquent ce succès. La première raison est culturelle, à savoir l'abondance des 2 roues dans le trafic du pays qui participe naturellement à une culture de la MotoGP. La deuxième raison est sportive et nationale, à savoir la participation de pilotes et équipes malaisiens à la discipline. Mais ces 2 raisons ne suffisent pas. Ce sport est avant tout financièrement plus accessible à la population locale. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les droits commerciaux en vue d'obtenir l'organisation du Grand Prix de Malaisie de MotoGP, c'est-à-dire ce que doivent payer les propriétaires du circuit, à savoir souvent l'État, pour recevoir le plateau de la MotoGP, s'élevaient en 2017 à 10 millions de dollars seulement, bien loin des 75 millions requis pour la tenue d'un seul week-end de Formule 1. Résultat des courses, c'est le cas de le dire, tout ça a rendu la billetterie bien plus accessible aux spectateurs. C'est sur ce terreau qu'une ferveur réelle a pu s'enraciner autour de la MotoGP en Malaisie, alors que la F1, trop chère, trop inaccessible, peut-être trop élitiste, a vu une foule déjà précaire déserter les infrastructures du circuit de Sepang année après année. Et là encore, les chiffres sont éloquents. La première édition du Grand Prix de MotoGP de Malaisie sur le circuit de Sepang en 1999 avait rassemblé 65 000 spectateurs. Ce chiffre n'a depuis cessé d'augmenter pour atteindre 161 000 en 2016. A l'inverse, l'affluence du Grand Prix de F1 n'a cessé de s'effondrer depuis 2008, passant de 126 000 spectateurs en 2008 à seulement 83 000 en 2016, et ce, malgré une baisse drastique du prix des billets à partir de 2014, qui avait fait de cette course la plus abordable du calendrier. En prenant en compte le contrat qui le liait à la Formule 1, le circuit de Sepang avait besoin d'écouler 100 000 tickets afin de rentabiliser la venue annuelle du paddock. Mais il n'a fait que perdre de l'argent depuis près d'une décennie à travers ce simple événement. Ainsi, ce système gagnant-gagnant ne l'est que pour les exploitants des droits commerciaux de la F1, à savoir Bernie Ecclestone à l'époque et aujourd'hui Liberty Media. Les actionnaires de la Formule 1 sont donc toujours plus riches, mais leurs revenus, eux, s'appuient sur une réalité de plus en plus abstraite. La disparition du Grand Prix de Malaisie est donc symbolique, mais elle demeure un cas très intéressant qui démontre la volatilité du modèle économique de la F1 actuelle. Depuis l'arrivée du paddock à Kuala Lumpur en 1999, la discipline s'est fortement tournée vers l'Asie, ajoutant depuis de nouveaux Grands Prix à son calendrier. La Chine, Bahreïn, la Turquie, Singapour, les Émirats Arabes Unis, la Corée du Sud, l'Inde, la Russie, l'Azerbaïdjan et le Vietnam. Sur toutes ces nouvelles destinations, 4 ont disparu, en grande partie faute de popularité et de rentabilité. La Corée du Sud en 2010, la Turquie en 2011, l'Inde en 2013 et évidemment la Malaisie en 2017. Et également 3 autres se trouvent dans une situation plus ou moins délicate et précaire, comme la Chine, comme Bahreïn, comme l'Azerbaïdjan. Et bien entendu, la concurrence rondement menée par la réussite du Grand Prix de Singapour n'explique pas à elle seule cette situation. Pour preuve, en Europe, le succès historique du Grand Prix de Grande-Bretagne n'a en rien siphonné la vente des tickets pour le Grand Prix de Belgique, d'Italie ou de Monaco, dont les tribunes se remplissent sans peine chaque année. Mais l'Europe, où sont concentrés les plus prestigieux constructeurs automobiles et pilotes,
est le berceau historique et culturel de la F1 et n'a en ce sens guère besoin de familiariser sa population avec la course automobile, au contraire de nombreux pays d'Asie. Le cas de Sepang est donc symptomatique d'une ère Ecclestone favorisant le sport business spéculatif au détriment de l'accessibilité du sport aux populations locales. C'est pourquoi, en tant qu'héritier d'Ecclestone, Liberty Media se doit de consolider les conquêtes mondiales de la F1 sous peine de voir l'intégralité des courses asiatiques et des revenus colossaux qu'elles engendrent s'évaporer. D'ailleurs, la crise sanitaire actuelle et l'annulation de la quasi-totalité des Grands Prix asiatiques le montrent bien. La F1 est désormais dépendante de ces marchés-là. Et malheureusement, ce sentiment n'est pas forcément réciproque. La fin du partenariat entre la Malaisie et la F1 met ainsi en exergue 3 problématiques majeures pour la catégorie reine du sport auto. Premièrement, l'accessibilité du grand public à un sport qui se veut mondial. Deuxièmement, la qualité du spectacle proposé. Et troisièmement, la direction prise quant à la diversification du calendrier saisonnier. Pour répondre à ces défis, Liberty Media agit sur 2 leviers. D'une part, une stratégie de communication inédite en Formule 1 et imprégnée de la culture du show à l'américaine qui vise à faciliter l'accès des fans au paddock tout en attirant une nouvelle clientèle. Mais au-delà de l'aspect cosmétique de la communication, le successeur de Bernie Ecclestone, Chase Carey, a rapidement compris que l'un des problèmes majeurs du modèle économique de la F1 reposait sur son appui excessif sur des grands prix asiatiques onéreux et dont la rentabilité reste toujours à démontrer. Ainsi, la firme américaine s'est donné un triple objectif, plus équilibré cette fois-ci. Démocratiser la F1 en Asie, préserver le berceau européen et reconquérir le continent américain. Bref, vous l'aurez compris, le chantier est vaste. Si le sujet vous a intéressé, je vous invite à voir en description le lien vous redirigeant vers un article que j'ai écrit sur cette problématique en particulier, donc du coup pour l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et je vous invite aussi à consulter le livre suivant qui s'appelle Géopolitique et virages de la Formule 1, qui a été écrit par des universitaires canadiens et qui permet de bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'économie en Formule 1. Par ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast de F1 à la loupe. Ciao!